La Syrie et l'Irak, ces pays dont on a tant parlé pendant le conflit avec l'État islamique, où en sont-ils aujourd'hui, humainement, matériellement, près de 2 ans après la chute de l'État islamique? Comment vivent ceux qui sont restés ou survivent-ils? Le sort des chrétiens et des autres minorités s'est-il amélioré? Pour en parler ce soir, mon invité est Benjamin Blanchard, directeur général de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Bonsoir Benjamin Blanchard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Christophe. Et voilà, une émission plus entre deux voyages, si j'ai bien compris, puisque vous revenez du Liban et vous allez retourner en Syrie pour vos activités associatives donc humanitaires pour l'association SOS Chrétiens d'Orient. Alors, si on a le temps, en dernière question, on dira peut-être un mot du Liban, mais ce soir, j'aimerais beaucoup vous entendre pour nous décrire l'état des lieux 2 ans après la chute de l'État islamique. Alors peut-être commençons par la Syrie. Que pouvez-vous nous dire de la situation humanitaire actuelle dans ce pays ? Alors la situation en Syrie est absolument dramatique, c'est peut-être la pire que le pays ait connue depuis le début de la guerre en 2011. Alors d'un point de vue sécuritaire, on peut dire que la guerre est quasiment finie, il n'y a plus vraiment d'opérations militaires, les fronts sont figés, le gouvernement syrien contrôle 75-80% du territoire, à l'exception d'une poche au nord-ouest, donc on appelle la poche d'Idlib, qui est toujours contrôlée par des aidés de l'armée turque, et puis au nord-est, toute la région tenue par les milices armées kurdes proches du PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui agit principalement en Turquie. Et là, ce PKK est soutenu par les États-Unis et la France qui ont des troupes sur le terrain. Mais dans le reste du territoire, on va dire que c'est contrôlé par le gouvernement légal syrien, mais le problème, ce sont les sanctions humanitaires qui frappent la Syrie, qui ont été encore renforcées et qui touchent, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de sanctions, qui touchent prioritairement la population. Bien évidemment, ce ne sont pas les dirigeants qui manquent de pétrole ou de pain, ce sont vraiment les gens d'en bas, le peuple. Et de ce point de vue-là, la situation est dramatique. Quand j'y étais en janvier, j'ai vu des gens qui me disaient qu'ils s'en venaient presque à regretter le temps de la guerre, qu'ils vivaient mieux du temps de la guerre. Pour la Ouais, première fois en Syrie, j'ai vu des files d'attente devant les boulangeries. Il y a un manque de pain. Donc on est vraiment dans une situation dramatique qui est renforcée par la crise que connaît le Liban, puisque le Liban était un peu le seul débouché économique pour la Syrie. Et actuellement, la crise au Liban, bien sûr, ne permet plus à l'économie de fonctionner normalement. Alors, et au début de cette crise et de la progression de l'État islamique, on avait énormément parlé donc, de ceux qui partaient, de ceux qui fuyaient, notamment les chrétiens, les autres minorités. Est-ce qu'il y en a encore qui sont restés et comment ça, est-ce que c'est tout aussi dramatique pour eux, j'imagine ? Oui, bien sûr. Alors, je crois que c'est encore plus dramatique pour eux, puisque dans ce genre de crise, les minorités sont frappées plus durement que la majorité. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, parce que leur réseau de soutien est moins important, parce qu'elles ont moins d'appui peut-être dans l'appareil d'État, et également à l'extérieur, parce que les appuis étrangers comptent beaucoup. Et finalement, les minorités, oui, sont les plus impactées. Et effectivement, on constate que l'émigration des minorités, et peut-être en tout cas des chrétiens, on ne peut pas dire la même chose des Alaouites qui, eux, ont perdu beaucoup d'hommes à cause de la guerre, parce qu'ils sont beaucoup dans l'armée. Mais les chrétiens, oui, la part des chrétiens en Syrie a quand même beaucoup baissé, mais grâce à Dieu, il en reste beaucoup. Mais il faudrait que cette hémorragie s'arrête. Je pense notamment à la communauté arménienne qui a subi une hémorragie absolument terrible. Et est-ce qu'on a des chiffres un petit peu pour montrer pour déterminer cette hémorragie en fait ? Alors c'est toujours difficile d'avoir des chiffres précis puisqu'il n'y a pas de recensement, mais je peux vous donner l'exemple d'Alep qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la Syrie, mais qui est assez parlant. Avant la guerre, à Alep, il y avait entre 150 000 et 200 000 chrétiens. Aujourd'hui, il serait entre 20 et 25 000, peut-être même 30 000, mais c'est plutôt autour de 20 et 25 000. Alors je dis que c'est vraiment une hémorragie très très importante. Par contre, je dis que ce n'est pas représentatif puisque Alep a été très très durement touché par la guerre.
la ville était coupée en deux et la partie ouest où vivait la majorité des gens, et notamment tous les chrétiens, étaient sous le feu des bombardements des groupes armés terroristes qui étaient à l'est. Donc les gens ont beaucoup fui Alep et certains sont partis à l'étranger, mais d'autres se sont réfugiés dans d'autres parties de la Syrie, notamment dans la vallée des chrétiens, sur la côte ouest et à Damas. Donc ce n'est pas représentatif. Si on peut prendre certaines villes de la vallée des chrétiens, on voit des villes qui comptaient 20 000 habitants chrétiens, qui aujourd'hui en compteraient près de 100 000 chrétiens aussi. Donc vous voyez, c'est aussi des vases communicants entre régions. Mmh. Et est-ce qu'il y a quand même des zones en Syrie où ça va un peu mieux, ou je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des églises, des écoles qui se reconstruisent lentement mais sûrement? Ah oui, alors ça se reconstruit de partout, notamment les zones chrétiennes grâce à l'aide des chrétiens qui sont de l'étranger, des associations chrétiennes étrangères. Donc ça, les églises ont été reconstruites assez rapidement. Maintenant, les écoles sont en pleine reconstruction, et notamment à Alep, puisque c'est peut-être une des villes qui avait été les plus touchées. Et d'autant plus vite que maintenant le gouvernement syrien a mis une date limite pour la rouverture des écoles, sinon elles risquaient de perdre leurs agréments. Donc cette date limite était fixée à septembre 2021, et puis heureusement elle a été repoussée à septembre 2022, mais ça laisse quand même peu de temps, et donc c'est vrai que toutes les écoles s'activent pour reconstruire. Donc par exemple je pense à l'école Amal, qui est une très grande école tenue par l'église grecque catholique, donc par monseigneur Jean Bar à Alep. Là, c'est le gouvernement hongrois, l'agence Hungary Helps, qui travaille pour reconstruire cette école. SOS Chrétien d'Orient y participe également. Et puis, nous travaillons avec les Sœurs du Rosaire pour reconstruire leur école qui est dans la banlieue d'Alep et qui également doit rouvrir avant septembre 2022. Donc oui, il y a quand même beaucoup de reconstruction. Bon, bah, ça donne un espoir. Et alors, juste brièvement, est-ce que vous savez s'il y a des réfugiés ou des gens qui avaient quitté la Syrie au pic du conflit et qui sont déjà revenus? Est-ce qu'il y a eu un petit mouvement, même timide, de retour vers ce pays de quelques réfugiés? Alors, on ne peut pas parler de mouvement, mais des cas individuels, il y en a, et il y en avait même pendant la guerre. Moi, j'ai connu une Ah famille oui, qui avait fui Alep et qui finalement ne s'était pas plu en France. Il faut dire qu'elle s'était retrouvée dans des quartiers d'abord en région parisienne, puis en banlieue lilloise, mais qui étaient des quartiers difficilement vivables, en tout cas pour des chrétiens, et qui sont revenus, je crois, en 2015 ou 2016 à Alep. Et ça, encore maintenant, il y a ce genre de cas particulier, mais on ne peut pas du tout, hélas, parler d'un mouvement. d'accord. À l'exception, peut-être, je mettrai une exception par rapport à ceux qui vivaient au Liban et qui reviennent, ça oui. Mais le Liban, c'est vraiment un pays voisin de la Syrie, et il faut vraiment distinguer les personnes qui sont parties au Liban des personnes qui sont parties en Europe ou en Amérique ou en Australie. Très bien. Alors, l'Irak, si on peut comparer, est-ce que vous... bon, peut-être pas, j'imagine que la situation est assez similaire. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire par rapport à la Syrie? Alors, en Irak, la situation est très différente, puisque D'accord. d'un point de vue économique, l'Irak ne subit pas ces sanctions, et en plus, l'Irak a énormément de pétrole. L'Irak est un pays très riche en ressources, comme vous le savez, et donc il y a moins ce problème économique. Alors, bien sûr, la situation n'est pas rose, mais du fait des ressources du pays qui semblent inépuisables, il y a quand même une certaine stabilité économique qui malgré la crise politique et sécuritaire que connaît le pays, crise interminable depuis 2003, malgré cela, la population peut survivre dans un état relativement correct. Par contre, le problème en Irak, il est politique et sécuritaire. On a toujours une grande instabilité, on a toujours un gouvernement fédéral qui n'est toujours pas complètement formé, et puis on a toujours ces manifestations, ce mécontentement de la rue de Bagdad qui manifeste, là ça a repris encore cette semaine, contre le gouvernement, et donc et puis toujours le problème des relations entre le Kurdistan au nord et le gouvernement fédéral à Bagdad qui n'est toujours pas réglé. Donc en fait, cette incertitude, cette instabilité, et puis donc cette insécurité par conséquent, fait qu'il est difficile de se projeter dans l'avenir, et donc ça n'incite pas les gens à rester chez eux, à projeter un avenir pour leurs enfants, pour leur famille, quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et ben, je dois dire que nous, à SOS Chrétien d'Orient, on a un peu testé et cette insécurité, puisque, Ouais. hélas, puisque l'an dernier, nous avions eu 4 personnes qui avaient été enlevées
plein Bagdad. Alors, grâce à Dieu, ça s'était bien terminé, mais ça montre quand même la dangerosité de ce pays et surtout de sa capitale. Et alors, je reviens à une question un peu de droit. Au moment de la guerre, vraiment, avec l'État islamique et de sa chute, il était question de poursuivre les membres de Daesh, de les juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est quelque chose que le CLJ a poussé. En Europe aussi, la question s'est surtout portée sur la question du retour des djihadistes, des sanctions, c'est-à-dire de leur expulsion ou de leur déchéance de nationalité. Est-ce que pour la population locale en Irak, en Syrie, juger, condamner les coupables de l'État islamique, est-ce que c'est une préoccupation des gens ou est-ce que c'est quelque chose qui est très très loin de leur préoccupation au contraire, hein? Donc, je crois que c'est quelque chose qui est assez loin de leurs préoccupations pour deux raisons. D'une part, la justice n'est pas une institution qui est très considérée dans ces pays-là. C'est pas une institution peut-être principale. Et puis ensuite, deuxièmement, je crois que qu'ils ont d'autres manières plus expéditives et moins constitutives de De- l'état de droit de se débarrasser des problèmes. des terroristes et des membres de Daesh. Mais peut-être que je vais dire un mot sur le retour des djihadistes, des membres de Daesh en Europe. Moi, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, j'ai toujours, quand on m'a donné la parole à ce sujet, j'ai toujours dit que je trouvais que c'était indispensable que ces gens soient jugés dans leur pays, c'est-à-dire s'ils sont français, qu'ils soient jugés en France, parce que euh, je crois, alors on a dit qu'ils étaient devenus ennemis de la France parce qu'ils étaient partis avec Daesh, Mhm. mais je crois qu'ils sont aussi ennemis de l'Irak et de la Syrie, puisque aux dernières nouvelles, c'est quand même là-bas qu'ils ont commis leurs méfaits, et ce sont quand même les armées irakiennes, la police irakienne, les forces armées kurdes et l'armée syrienne qui se sont battues contre eux. Alors bien sûr, la France et les États-Unis avaient quelques troupes là-bas, mais c'était rien finalement par rapport à la masse des gens. Donc c'est pas juste de dire ils ont choisi d'entrer en guerre contre la France, donc il faut les laisser en Syrie ou en Irak. Ils sont aussi et d'abord rentrés en guerre contre la Syrie et l'Irak, et puis ensuite ces pays ont déjà assez de problèmes avec leurs propres ressortissants. Je ne vois pas de quel droit on pourrait leur imposer le traitement de nos propres ressortissants. Je trouvais ça assez bizarre. Et puis ensuite, Mhm. dernier point, c'est quelque chose d'absolument pas sûr, puisque si on les donne au gouvernement, on les laisse dans les mains des gouvernements, donc que ce soit syrien ou irakien, bah, ça peut être un moyen de pression entre leurs mains. Ils peuvent dire si un jour la France ne fait pas ce qu'ils veulent, eh bien, ils peuvent les relâcher dans la nature et donc ça serait un danger pour notre pays. Et puis si on les laisse entre les mains de milices infragouvernementales, on l'a vu dans le nord-est syrien avec le PKK, quand il y a eu l'invasion turque de la région, ben, le PKK a ouvert ses centres de détention. Donc les gens de Daesh, les Français de Daesh, sont retrouvés dans la nature. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très réjouissant pour nous et que ce soit ce que nous souhaitions. Donc je pense qu'il est à la fois plus raisonnable, plus juste et plus sûr que ces gens-là soient jugés en France. Et par Mhm. contre, à la France d'avoir la politique pénale la plus adaptée, la plus ferme avec eux. Dernière brève question, Benjamin, est-ce que vous qui avez été aussi sur le terrain, il y a des raisons de craindre une résurgence de l'État islamique sur place? C'est quelque chose qui a été un petit peu ébruité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, je crois qu'il y a de très bonnes raisons. Alors, est-ce que ça s'appellera l'État islamique ou est-ce que ce sera un autre groupuscule? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a tout à fait des risques de voir une résurgence de l'État islamique ou d'un autre groupe radical islamiste. Pourquoi? Parce que les conditions de son émergence sont toujours là. Hmm. On a un chaos incroyable, ben, surtout en Irak. On a une instabilité, on a des problèmes économiques. Et on a cette absence d'État central qui fait cruellement défaut. Et puis en Syrie, cette crise économique absolument terrible et ces sanctions. Donc je pense que toutes les conditions sont là. Et puis aussi la mentalité, c'est ce qu'on entend souvent là-bas. Daesh a été battu, mais Daesh est toujours là dans les têtes. Et ça, c'est vraiment le principal problème. Et c'est pour ça que l'éducation est si importante pour essayer de changer une partie des mentalités.
Très bien. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard, pour tout ce que vous nous avez rapporté. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association SOS Chrétien d'Orient. Et je remercie les auditeurs de nous avoir suivis. Je vous présente nos excuses pour les petites difficultés techniques qui sont les joies du duplex. Merci encore et très bonne soirée sur RCF Alsace. Merci.